Bienvenue à tous pour ce 8e webinaire organisé par la Fédération française de randonnée pédestre et la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Donc, je suis Louis Nair, chargé de développement à la Fédération française de randonnée pédestre. Et donc, si vous avez participé au précédent webinaire randonnée, vous le savez. Pour les autres qui nous rejoignent, il n'est pas trop tard pour suivre ces webinaires. Donc, ces webinaires débuter et se perfectionner en randonnée, ils sont organisés tous les mardis et tous les jeudis à 19h en direct sur tout le mois de juin, en direct sur le Facebook donc de la Fédération de randonnée et la Fédération de clubs alpins. Donc, on se retrouve sur cet événement pour aborder tous les sujets liés à la randonnée. Ça va du choix des équipements à l'itinérance ou au bivouac. Donc, je le disais précédemment, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'ensemble de ces webinaires sur les comptes YouTube de la FFCAM et de la FF Randonnée, avec les premiers webinaires donc, qui étaient sur le choix des équipements, justement, avec la chaussure, les vêtements, le sac, le choix de son itinéraire, l'orientation en randonnée et ou encore la sécurité. Donc, aujourd'hui, on aborde ce 8e webinaire de cette série qui s'appelle « Cohabiter avec les autres usagers de la montagne ». On est accompagné donc de Céline Sarbonne, donc bienvenue Céline, merci d'être avec nous, merci de votre présentation, qui est agent de développement au comité de la randonnée pédestre du Puy-de-Dôme, donc elle se présentera encore tout à l'heure. On abordera donc aujourd'hui tous les sujets liés à la cohabitation en montagne, donc des sujets d'actualité qui vous parlent, l'écologie, les masques, donc avec la crise sanitaire évidemment, les espaces protégés, les animaux, mais aussi on parlera de pastoralisme, de patou et de bivouac. Donc si ça ne vous dit rien, si vous êtes néophyte ou débutant, on vous expliquera tout en détail de toute façon, donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, même pour les plus expérimentés d'entre vous, vous allez probablement découvrir plein de choses avec Céline, notre spécialiste rando du jour. Elle vous donnera aussi toutes les clés pour randonner en toute liberté en montagne, tout en respectant les autres usagers, parce que cet été, encore plus qu'avant, on le sait, ça va être important. Les sentiers de randonnée, ils vont accueillir beaucoup de personnes. On sera nombreux sur les sentiers. Et donc, il est important de bien respecter les autres usagers, les autres randonneurs, mais aussi les autres usagers des autres sports, de tous sports confondus, les locaux, les bergers, etc. Donc, on vous racontera tout ça en détail et elle vous donnera des petits conseils, des petites recommandations pour vos prochaines randos. Avant de lui donner la parole, je tiens à rappeler qu'à chaque épisode, un tirage au sort est organisé parmi les participants du webinaire et vous permet de gagner un superbe lot offert par notre partenaire Ternua. Mardi, l'heureux gagnant est Nathalie d'Alsace, donc, qui a gagné une bouteille isotherme Arashi. Donc, félicitations à ma compatriote alsacienne. On prendra contact avec elle pour récupérer ses coordonnées et pour donc lui envoyer ce cadeau. Pour cet épisode, on vous fait gagner un polo Cuapo, donc de notre partenaire Ternua, pour vous sentir à l'aise pendant votre rando. Donc, c'est un produit qui est de très grande qualité. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour essayer de gagner ce superbe lot. Donc, sans transition, je laisse la parole à Céline et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire parce qu'on sera là pour vous répondre tout à l'heure. Merci. Merci Louis. Bonsoir à tous. Donc, je me représente, je suis Céline Sarbonne, donc agent de développement au comité Puy-de-Dôme. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour évoquer un sujet important pour bien randonner, donc la cohabitation entre les usagers. Donc, suite à la crise sanitaire que nous vivons et au doux déconfinement, les prévisions de l'été 2021 n'annoncent pas une vague de 2022, mais elles annoncent un tsunami, comme vous avez pu peut-être l'entendre. Alors, c'est avec bon sens que nous devons, nous, randonneurs et randonneuses, nous comporter comme il faut et le plus respectueusement possible. Donc, en allant en montagne pour notre plaisir, pour le loisir ou pour un côté sportif, nous empruntons des lieux occupés par des riverains et autres usagers professionnels tels que les agriculteurs, les bergers, par exemple. Et les institutionnels, préparent cette saison d'été pour qu'elle soit réussie et qu'elle se passe au mieux. Donc, de nombreux messages via les réseaux sociaux et au départ des randonnées rappellent aux usagers quelles sont les règles à respecter.
Les maires se préparent aussi à recevoir ce public et ils utilisent donc des arrêtés municipaux, si cela s'avère nécessaire, pour interdire ou encadrer un accès, entre autres par exemple. Tout le monde a le droit d'aller en montagne et tout le monde a le devoir de respecter les autres usagers et de respecter la montagne elle-même. Donc pour ma part, je voulais partager quelques recommandations avec vous qui est le fruit d'observations qui ont été faites sur le terrain. Donc sur la slide suivante, nous allons pouvoir commencer à évoquer certains sujets et notamment en premier lieu les déchets organiques. Donc beaucoup de randonneurs laissent les restes de nourriture en montagne. Il est possible qu'ils pensent bien faire, comme la peau de banane, les épluchures d'une pêche, qui feront l'affaire d'un renard ou un noyau de pêche ou même des coques de pistache qui disparaîtront bien avec le temps. C'est ce qu'ils pensent et c'est ce qui justifie leur acte. Pourtant, laisser ces déchets organiques ne sert à rien. Ce n'est en effet peut-être pas grave, mais ça ne sert à rien, ni au renard ni à l'écureuil, parce qu'ils n'ont pas besoin de notre contribution à leur repas. Ils se débrouillent tout seuls. Ici aussi, on est sur une pollution visuelle que l'on n'aime pas trouver. Les épluchures d'œufs durs, de trognons de pommes répartiront avec nous dans nos sacs. Et c'est tellement désagréable d'arriver à son lieu de pique-nique et d'y trouver les restes des autres que vous comprendrez pourquoi il faut penser à ne rien laisser derrière soi. Alors une petite astuce, simplement prenez un pique-nique qui n'aura pas de déchets, par exemple des noix de cajou à la place des pistaches. Et si vous préparez une salade dans une boîte hermétique, elle vous permettra de servir de poubelle par la suite et vous pourrez y mettre les peaux de banane qui ne collera pas dans votre sac. Pour ce qui est de nos propres déchets organiques, nous vous conseillons le livre de Meyer. Alors le titre est assez osé, on va dire, mais c'est Comment chier dans les bois. Donc il regorge de conseils sympas pour ne pas polluer notre environnement. Donc on vous le conseille, il est fait avec beaucoup d'humour et il est assez complet. Deuxième pollution, on va parler des masques qui font leur entrée beaucoup sur les sentiers depuis l'an dernier, suite à la crise. Donc les masques commencent à jalonner les circuits de randonnée et ils sont de plus en plus nombreux. Donc contrairement aux déchets que les autres randonneurs prennent la peine de ramasser, comme les boules de papier aluminium ou les emballages de barres de céréales ou même les douilles de cartouches de chasse, le masque représente quelque chose de très sale au point de vue sanitaire, ce qui explique pourquoi personne ne va les ramasser, ce qui est bien normal. Donc une petite astuce, ne pas mettre le masque dans la poche, mais mettez-le plutôt dans une poche du sac que vous êtes sûr de ne pas toucher. Ainsi, il n'y a pas de risque de perte malencontreusement. Je vais passer maintenant à la partie accessibilité. Donc pour vous expliquer que les arrêtés municipaux vont se succéder les uns après les autres pour réglementer les accès routiers, les zones de parking et ceci si les comportements ne vont pas dans le bon sens. Donc les riverains des zones de départ de randonnée sont souvent agacés par les automobilistes qui se garent n'importe où. Un panneau interdiction de se garer n'étant pas toujours efficace, les mairies sont contraintes de publier des arrêtés et de verbaliser pour protéger les riverains. Alors je ne sais pas quelle est la solution et quelles dispositions prendront les politiques, comme l'aménagement de parking, la mise en place de navettes, un quota de randonneurs qui serait instauré. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous n'adoptons pas un comportement davantage respectueux, beaucoup de choses changeront. Donc s'il vous plaît, ne nous garons pas n'importe où et seulement dans les lieux autorisés et bien spécifiés. Nous allons passer donc à la partie pastoralisme. Donc il faut savoir qu'avant d'être un terrain de jeu pour les promeneurs et sportifs, la montagne était et est un terrain de travail pour le berger et son troupeau, et c'est un lieu de vie pour la faune et la flore sauvage. Donc le loisir en montagne est récent par rapport à la vie pastorale qui est très ancienne. Pour vous dire, le pastoralisme date de 10 000 ans, alors que toutes les premières ascensions sportives en montagne commencent il y a seulement 150 ans. Le tourisme loisir et sportif en montagne remonte, lui, aux années 80. Alors vous voyez, nous les randonneurs, loisirs, on n'est pas les rois de la montagne, mais on aime bien y aller. Alors la montagne, elle est façonnée par le pastoralisme.
Il y a aussi des règles de bonne conduite à respecter. Je vais vous en citer quelques-unes qui semblent logiques, mais voilà. La première, je pense à refermer les portails et les clôtures. Je laisse les troupeaux tranquilles, parce qu'on observe trop souvent des comportements catastrophiques de certaines personnes qui cherchent à faire un selfie avec une vache, par exemple. Cela peut nous amener droit à l'hôpital et ce n'est pas la faute de la vache. Donc, on reste prudent. À l'approche d'un troupeau de brebis, par exemple, on cherche de quelle manière on pourrait le contourner. On évite à tout prix de le traverser en son milieu. Si c'est pas possible de le contourner, voilà. Assurez-vous dans un premier temps que les brebis vous ont vu. Traversez ensuite d'un pas doux et régulier. Ne vous arrêtez pas pour prendre une photo. Soyez calme et allez-vous-en. Si vous êtes en groupe, rassemblez-vous pour traverser tous ensemble. Ne donnez pas à manger aux animaux. Si vous tenez absolument que vos enfants s'émerveillent de leur donner à manger, ramassez plutôt un brin d'herbe et offrez-leur le brin d'herbe. Pas de pain ou pas de mets sucrés. Autre chose, la cabane du berger est privée, donc on ne doit pas être intrusif. Si on souhaite avoir des informations ou échanger avec le berger, on tape à la porte, on ne rentre pas brusquement, on ne confond pas refuge de randonnée et refuge du berger. Et point important, c'est que les points d'eau sont primordiaux pour le bétail, donc il ne faut pas les souiller et il ne faut pas les piétiner. Voilà. Sur la slide précédente, je vais pouvoir vous parler plus précisément du patou et autres chiens de berger. Donc le patou reste avec le troupeau et le protège des prédateurs et intrus, les loups par exemple. La force du patou est dans la dissuasion, pas dans l'attaque. Donc si un patou vient à vous en aboyant, laissez-le faire son travail d'inspection, parlez-lui doucement, restez passif. Surtout ne lui criez pas dessus, il pourrait aller chercher à se défendre, simplement. Donc une fois qu'il vous a identifié, allez-vous-en dans le calme et contournez le troupeau. Il vous surveillera jusqu'à ce que vous soyez parti et c'est normal, c'est sa façon de fonctionner. C'est pas un chien méchant comme on pourrait le croire. Les border collies, eux, sont des chiens de travail. Ils dirigent les troupeaux sous commandement du berger. Donc il faut pas les caresser et il faut les renvoyer à leur maître. Donc on a beaucoup parlé des animaux donc qui sont outils de travail du berger. Non, il faudrait revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. Et donc le berger, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'alpage est un milieu de travail et le chalet est un espace privé. C'est un lieu de vie et de repos du berger. Donc il faut savoir le respecter et savoir respecter sa tranquillité. Donc comme je le disais au-dessus, sur les règles à respecter, on ne confond pas refuge de berger et refuge de randonneur. La vocation de berger vient d'un amour pour la nature, une sorte de retour aux sources. Donc son travail, il est fatigant physiquement, dû au manque de sommeil, dû à la marche intense qu'il fait chaque jour, dû également aux conditions de travail. C'est également un travail qui est dur psychologiquement. Il y a une menace omniprésente d'intrus ou potentiellement de loups. Il est confronté souvent à la perte de ses brebis. Donc voilà, il est en veille constante. Donc il se voit effectivement en partie comme un gestionnaire de la montagne, ou du moins un gestionnaire de son pâturage. S'il n'est pas là, le pâturage en question devient une forêt. Donc c'est pour vous montrer l'importance quand même du métier et de l'ouverture en fait des paysages. Néanmoins, son rôle n'est pas de gérer les usagers de la montagne. Donc il ne se voit pas comme une personne à qui on peut se plaindre dû à son champ d'action limité. C'est souvent qu'on a des retours de randonneurs qui ont eu des conflits avec les bergers, mais il faut comprendre que le berger il est là pour travailler uniquement. Il n'est pas là pour gérer les randonneurs et gérer les conflits. Voilà. Donc sur la slide suivante, on va plutôt évoquer maintenant la cohabitation avec les autres usagers des sentiers, tels que les chasseurs et les VTT. Alors pour les chasseurs, durant certaines périodes de l'année, comme vous le savez, donc les chasseurs et les randonneurs se doivent de partager le même espace naturel, dans la même légitimité. Donc il faut trouver un modus vivendi qui permet
la pratique de chacun. C'est avec joie que la Fédération française de randonnée a signé, il y a maintenant 2 ou 3 ans de mémoire, une charte de cohabitation avec la Fédération de chasse pour assurer une bonne entente et améliorer les échanges. Ce que je vous conseille en tant qu'animateur ou même en tant que randonneur qui souhaiterait organiser une randonnée, c'est d'appeler le comité de chasse qui est proche de chez vous. Généralement, chaque département a un comité départemental de chasse pour vous renseigner sur les dates de battue et de sortie de chasse afin d'organiser simplement vos randonnées en dehors de ces lieux et de ces créneaux horaires. Voilà. Pour les VTT, la priorité, ça va être vraiment la sécurité. Quand on croise un VTTiste, il faut savoir que ce dernier, il n'a pas la possibilité de freiner aussi facilement qu'on ne le pense. Souvent, il y a aussi des virages, il y a un manque de visibilité. Donc, il ne vous entendra pas, contrairement à vous. Donc, c'est aux randonneurs d'être vigilants et de se décaler au mieux pour le laisser passer. Voilà. Sécurité avant tout. Alors, maintenant, je vais vous évoquer donc la randonnée, la bonne randonnée, les bonnes pratiques de randonnée dans les espaces naturels protégés. Donc en France, il faut savoir que 10% du territoire est classé en zone naturelle protégée, dont 3% qui bénéficient d'une protection forte et très réglementée. Le grand public, qui voit d'abord dans ces territoires donc des espaces privilégiés pour la pratique de la promenade et de la randonnée, ne connaît pas toujours les différences existantes entre parc national, parc naturel régional et réserve naturelle. Les logiques d'aménagement et le cadre régissant la pratique de la randonnée n'y sont pas identiques. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus chaque réglementation et chaque contrainte en fait que ces espaces peuvent entraîner. Alors les parcs nationaux, pour débuter, donc c'est la création d'un parc national relève de la décision de l'État. Son objectif premier donc est la préservation des milieux naturels de façon à limiter ou à interdire toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, y compris donc la circulation du public, quel que soit le moyen emprunté. Donc d'une façon générale, le code de bonne conduite à respecter dans les parcs est le suivant. Donc pas de chiens, même tenus en laisse. Ceci donc pour la tranquillité des animaux sauvages et domestiques. Pas de cueillette ni prélèvement de fleurs. Pas d'armes. Pas de déchets. Surtout pas de bruit ni de dérangement, encore une fois pour la tranquillité de la faune sauvage. Pour tout ce qui est camping, bivouac, alors là c'est plus nuancé, donc parfois ça peut être autorisé sous certaines conditions. Donc là on vous conseille de contacter directement le gestionnaire du parc national. Évidemment pas de feu pour éviter les incendies. Pas de véhicules, circulation interdite en dehors des voies autorisées et pas de parapente ou autre sport aérien à moins de 1000 mètres du sol. Donc on a parlé bivouac, voilà. Et comme Louis vous l'avez présenté tout à l'heure, concernant le bivouac, donc là on est sur les parcs nationaux, mais généralement donc c'est les mêmes réglementations partout. Aucun feu pour une question de risque d'incendie. On pense bien à tout ramasser une fois qu'on part. Et donc les déchets et les affaires, on n'oublie rien derrière soi. Et on bivouaque seulement si c'est autorisé, seulement si un panneau l'indique ou si vous êtes sûr que vous êtes sur une zone de bivouac aménagée et autorisée. Sinon, bah, évidemment, vous risquez des pénalités. Voilà. Donc parallèlement à cette protection qui peut sembler forte et contraignante, les parcs nationaux s'efforcent de faciliter la découverte et la compréhension des milieux naturels par les visiteurs. Donc ils sont généralement riches en itinéraires balisés. Vous trouverez également des panneaux pédagogiques et des sentiers thématiques. Concernant les parcs naturels régionaux, donc ils sont initiés par les collectivités territoriales et ils sont soumis à l'approbation du ministère de l'écologie et du développement durable.
Donc, la France compte 48 parcs naturels régionaux. Et donc, ils ont pour vocation la protection du patrimoine naturel, protection du patrimoine culturel. Ils contribuent également au développement économique, ainsi qu'à l'accueil et à l'information du public. Pour les parcs naturels régionaux, il n'existe pas de réglementation spécifique liée au statut, ni de protection forte systématique des espaces naturels. Certains espaces au sein d'un parc peuvent avoir un autre statut, mais là, dans ce cas-là, c'est généralement, ils sont bien indiqués. Concernant les autres espaces naturels protégés, donc on compte les réserves naturelles, les sites du Conservatoire du littoral, entre autres, parce qu'il y a également les espaces naturels sensibles qui, eux, sont souvent gérés par le conseil départemental et qui a pour but l'information du public et la sensibilisation à la protection de la nature. Donc, il n'y a pas une réglementation forte. Pour les réserves naturelles, donc elles consistent à protéger un type d'habitat, une espèce végétale ou animale. Donc ces espaces ne sont pas voués spécialement à l'accueil du public. Certaines réserves naturelles affichent une ouverture résolue aux randonneurs. D'autres souhaitent rester peu fréquentés. Donc les règles de protection des milieux et de fréquentation par le public sont proches de celles des parcs nationaux. Pour toute information, je vous conseille d'aller sur le site www.réserve-naturelle.org, donc au pluriel, où là, vous pouvez indiquer la réserve que vous voulez visiter et vous avez généralement les règles à respecter et toutes les informations pour organiser au mieux votre randonnée. Concernant donc les sites du Conservatoire du littoral, donc ils sont mal connus du public. Généralement, c'est pas un label qui parle énormément, mais le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est chargé donc de protéger définitivement les espaces naturels et des paysages situés sur les rivages maritimes et lacustres. Donc pour cela, il mène une politique foncière active en acquérant à l'amiable des terrains fragiles et menacés. Donc depuis 1975, date à laquelle le label a été créé, cet établissement public a considérablement contribué à sauver les bords côtiers de la pression touristique et immobilière, mais également de l'urbanisation et de l'aménagement. Le but, en fait, c'est qu'une fois remis en état, ces sites sont ouverts au public dans la limite de la compatibilité avec la préservation des milieux naturels. Les marcheurs trouvent donc des itinéraires de découverte et d'interprétation. Alors, je vais énumérer maintenant quelques règles et recommandations à connaître. Donc ça, des règles plutôt générales, valables dans tous les secteurs montagnards. Donc encore une fois, je le répète, les chiens doivent être tenus en laisse. Il faut être équipé, entraîné et prévoir des sorties qui correspondent à votre niveau de randonnée. On évite de déployer les secours à tout va, donc voilà, on ne part pas faire le tour du Mont Blanc si on n'est pas un randonneur averti. Il faut être discret, parce que le calme est une chose assez agréable en randonnée. Chose peut-être auquel on ne pense pas forcément, mais là l'été est bien présent, donc on ne se badigeonne pas de crème solaire avant une baignade en lac ou en rivière. On le fait plutôt après, donc simplement pour éviter la pollution de l'eau et l'atteinte à la faune aquatique. Et bien évidemment, on reste sur les sentiers balisés afin de respecter la nature et de ne pas risquer de vous perdre et encore une fois d'alerter les secours. Voilà. Donc en guise de conclusion, je dirais que la cohabitation en montagne, c'est une affaire de tous. Nous sommes en plein bouleversement des usages de la montagne. On le remarque aujourd'hui parce qu'on observe des comportements qui n'ont jamais été vus jusque-là. Pardon, c'est que je lisais le petit chat, je lis vos messages en même temps.
Oui, je disais qu'on a des comportements qu'on n'a jamais vus jusque-là, comme par exemple des personnes qui écoutent de la musique assez forte, des drones bruyants qui se baladent au-dessus de nos têtes et des randonneurs toujours plus nombreux. Donc c'est vraiment déstabilisant à la fois pour le berger ou le vieux randonneur qui a connu la montagne assez peu fréquentée, ou même le nouvel usager en quête de tranquillité. Donc les repères se perdent un petit peu. Mais d'un autre côté, on a le droit de se poser la question de qui a le droit de dire qui peut aller en montagne ou pas, qui est prioritaire. C'est un débat assez compliqué, donc je dirais que la solution n'est peut-être pas dans le qui, mais qu'on devrait plutôt travailler dans le comment. Donc j'espère que ces recommandations vous aideront à mieux appréhender la montagne et vous aideront à préparer vos futures randonnées. Pour plus ample information, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher donc du comité départemental le plus proche de chez vous et de la Fédération française de randonnée. Une charte du randonneur est également disponible sur le site de la fédération, donc en libre téléchargement. Elle est destinée à tous les usages de la forêt. Elle décline 14 recommandations essentielles autour des thèmes tels que la cueillette, les déchets, les feux, la chasse, les chantiers forestiers, les véhicules à moteur. Voilà, c'est quelques exemples. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la lire et l'étudier. Et sinon, je vous remercie vivement donc pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos interrogations si vous en avez avec Louis. Merci à tous. Alors, je suis de retour, donc merci Céline pour toutes ces précisions. C'est intéressant, enfin, dans tous les sujets que tu as abordés, c'est très intéressant je pense que c'est des conseils qu'on n'entend pas souvent. On a l'impression que la randonnée, en fait, et que les terrains de randonnée, ça appartient à tout le monde. Et qu'en fait, il n'y a pas de règle, quoi. C'est la liberté. On est en pleine nature et puis on fait ce qu'on veut. Et alors, effectivement, les aspects écologiques, on les connaît un peu parce que voilà, c'est des sujets d'actualité. Mais sur tout le reste, c'est un peu, enfin voilà, on sent qu'on n'a pas toutes ces informations-là lorsqu'on va randonner. C'est un sport devant lequel on peut pas mettre des recommandations, des affiches en disant voilà, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ces éléments-là. Donc nous, c'est vrai qu'à la fédération et vous dans les comités départementaux, vous essayez de faire le maximum pour donner toutes ces recommandations, mais c'est vrai qu'on manque un peu d'informations de ce type-là. Donc je pense que c'est intéressant. Mais je pense qu'effectivement c'est compliqué parce que qui dit randonnée dit pleine nature. C'est pas un sport auquel on met des barrières. Voilà, on est en totale liberté et seulement la liberté, comme on le sait bien, elle s'arrête là où les autres commencent. Donc en fait, on passe sur des propriétés privées quand même. Qui nous ont cédé qui nous ont accordé un droit de passage, mais encore une fois, ça appartient à quelqu'un, à des agriculteurs ou à des collectivités. Il faut respecter ça, faut respecter les animaux qui peuvent aussi entraîner voilà des dommages, des accidents parfois qui peuvent être très assez importants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on privilégie les sentiers qui sont balisés, on privilégie ou même d'être accompagné par un animateur si on ne sent pas de le faire tout seul, et on se renseigne au maximum. Là, je vois la question, par exemple, de Cécile Legrand. Donc, merci pour la question. Faut-il randonner avec un bâton pour se protéger des chiens? Sûrement pas, parce que le bâton va énerver le chien, il va se sentir agressé. Donc non, un chien, alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, soit c'est un chien de berger, là vous passez calmement et il y aura pas de souci parce que de toute façon ils sont habitués à l'humain, donc eux ils font leur travail. Encore une fois, ils gardent le troupeau, donc faut pas les énerver, on passe. Et si c'est un chien d'un autre randonneur, d'un autre usager, là, d'une, vous connaîtrez pas sa réaction face à un bâton. Souvent, ça les effraie. Donc, il peut, au contraire, vous attaquer plutôt que de vous laisser tranquille. Donc, sûrement pas. Avec les bâtons de randonnée, même les bâtons de marche, si vous en avez, voilà, vous les mettez bien de côté, ou en tout cas, vous faites pas de gestes brusques avec les bâtons. J'en profite pour préciser qu'on a sur le site de la Fédération française de randonnée pédestre, donc ffrandonnée.fr, vous pouvez retrouver des conseils de sécurité, des conseils pratiques, et notamment un onglet qui s'appelle Randonnée avec des animaux. Donc voilà, on explique un petit peu tout le principe de la randonnée avec des animaux, et puis quelques petits conseils sur comment réagir avec les animaux. Voilà, ça peut être important dans ce cas-là. Alors, on avait une autre question aussi qui était
comment faire la différence entre une cabane de berger et une cabane abri pour les randonneurs? Oui. Alors effectivement, alors une cabane du randonneur, elle est souvent vide. On peut y trouver, je sais, par exemple, peut-être le nécessaire pour faire du feu et une table pour se poser, mais voilà, ça va être très simpliste. Une cabane du berger, elle est souvent aménagée parce qu'il y passe quand même une bonne partie de son temps. Donc on va y trouver là forcément peut-être de quoi dormir, de quoi faire la cuisine. Souvent, bah, on voit que c'est un lieu habité, donc il y a quand même voilà peut-être des photos, enfin des objets personnels ou des vêtements, enfin voilà. Donc souvent d'ailleurs les cabanes de randonneurs maintenant, elles sont de plus en plus indiquées. Donc voilà, on ne rentre pas. Voilà, si on voit, si on passe par la fenêtre et qu'on voit que c'est plutôt habité, on évite de perturber le lieu, quoi. Ouais. Et du coup, je vois que Michel Havard nous précise aussi en commentaire que dans tous les cas, il faut frapper avant d'entrer. Donc, Il y a mon président. Bonjour, président. c'est important, il faut frapper évidemment avant d'entrer. Enfin, de toute façon, voilà, c'est des propriétés, même lorsque c'est des cabanes de randonneurs, il peut y avoir d'autres usagers aussi à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que les randonneurs hein, qui peuvent aller dans ce type de cabane. Puisque tu en as parlé, hein, il y a d'autres utilisateurs aussi, d'autres sports comme le VTT ou qui peuvent aussi être sur ces terrains de pratique. Donc voilà, c'est important. Alors on a beaucoup parlé là aussi de la randonnée avec les autres usagers, enfin de cohabiter avec les autres usagers en montagne. Évidemment, ces conseils-là, ils sont aussi valables pour la randonnée sur d'autres terrains de pratique. Alors, c'est vrai qu'en montagne, on y voit énormément enfin, il y a beaucoup plus d'usagers, il y a des locaux, il y a voilà les bergers, comme tu le disais, qui sont aussi avec leurs troupeaux et des animaux, etc. Donc, on verra plus un écosystème au sein de la montagne. Mais il ne faut pas oublier que sur les autres terrains de pratique aussi, c'est important d'avoir aussi ces conseils-là et de bien respecter tous les conseils écologiques, les conseils aussi de pratique, les conseils au niveau de pas faire de feu, voilà, tout ça, c'est aussi valable sur d'autres terrains de pratique. On y pense parce que nous, c'est vrai qu'à la Fédération de randonnée pédestre, on développe la randonnée aussi sur d'autres terrains de pratique, sur le littoral. Donc ça, c'est aussi important. Les conseils que tu donnais, ne pas aller se baigner avec de la crème solaire, ça peut être valable un peu partout. Donc sur la randonnée sur le littoral, la randonnée aussi en ville, voilà, il y a aussi une cohabitation avec d'autres usagers. Donc ça, c'est important aussi. Les vélos, hein, on le sait, les randonneurs s'en plaignent beaucoup, mais aussi les vélos se plaignent des randonneurs. Enfin voilà, bon, à chaque fois, l'un ou l'autre est capable de faire attention aussi pour bien cohabiter avec ses usagers dans les espaces naturels protégés, tu en as parlé, en milieu enneigé aussi, donc dans la montagne un peu plus en hauteur, en forêt aussi, voilà. Donc ça, c'est tous les conseils qu'on peut donner. Et sur notre site internet, évidemment, on a aussi d'autres conseils selon les terrains de pratique. Donc voilà, ça peut être aussi consultable. Alors, on a une autre question. Comment s'assurer de trouver un lieu de quiétude pour une nuit en tente? Que faut-il vérifier pour ne pas déranger les animaux? Alors là, je dirais que c'est aussi une question d'organisation, dans le sens où, voilà, encore une fois, si vous partez en itinérance, on prépare sa randonnée en amont et on s'assure, voilà, auprès du parc que vous traversez ou auprès, tout simplement, encore une fois, on joue un rôle là-dessus aussi, du comité départemental, que suivant l'étape que vous voulez faire, si vous voulez pas privilégier le camping, le gîte ou les hôtels, que on a l'autorisation de bivouaquer. J'ai encore eu des appels cette semaine à ce sujet-là et c'était pas possible parce que les personnes passaient justement sur une réserve nationale. Donc encore une fois, je le répète, c'est totalement interdit. Donc c'est bien, on a aussi ce rôle de conseil et il faut pas hésiter à nous appeler pour demander. Après, que faut-il vérifier pour ne pas déranger les animaux? Eh ben, d'être loin d'une zone de pâture. Voilà, si vous êtes en plein champ, que vous voyez qu'il n'y a pas de
de barbelés pour limiter le mouvement des animaux. Je pense que vous êtes déjà sur une zone qui s'y prête davantage. Après, encore une fois, pour pas déranger les animaux, même les animaux plutôt sauvages, encore une fois, on est calme, on fait du feu, mais à minima juste pour Enfin non, on fait pas de feu justement. On ne fait pas de feu. On ne fait pas de feu. On reste calme. On ne crie pas. Enfin voilà, on respecte le calme naturel du lieu, quoi. Concernant le lieu de quiétude pour une nuit entente, je précise aussi que on va en reparler de cette thématique-là hein, lors du prochain webinaire qui sera dormir en refuge ou en bivouac, où là, du coup, on expliquera aussi voilà, les règles spécifiques liées au bivouac ou au refuge. Donc, on en reparlera. Et puis, tu parlais des départements, des comités départementaux qui sont à la disposition aussi des randonneurs. Effectivement, il ne faut pas hésiter. Donc, encore une fois, sur notre site internet, vous retrouvez tous les contacts des comités départementaux, mais vous pouvez aussi taper sur Google le nom du comité départemental du département dans lequel vous allez randonner. Il y en a pour la fédération de randonnée pédestre, il y en a aussi pour la fédération des clubs alpins et de montagne. Donc voilà, ça c'est vraiment des institutions qui peuvent vous accompagner, vous aider à préparer vos randos évidemment, mais surtout à vous donner des conseils en fait lorsque vous êtes sur des terrains de rando. Donc ça c'est important. Alors on a un commentaire aussi donc de Patrick Desguil, alors qui nous dit que sur les cartes IGN, on peut voir des cabanes ou des caillolards pour les Pyrénées notamment, et c'est des endroits qui sont utilisés par le berger, souvent hors saison, et donc une partie est verrouillée. Ouais, donc ça effectivement, les cartes IGN et les topo-guides sont aussi des outils pour vous permettre de bien préparer votre rando. Alors effectivement, il y a d'autres webinaires, notamment celui où on parle de comment préparer son itinérance et préparer sa randonnée. Et effectivement, on en parle de ça. Bien préparer une randonnée, c'est aussi bien étudier le terrain et bien étudier les gestes à respecter lorsqu'on part en rando, quoi. Donc ça, c'est important. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, Céline. Qu'est-ce que tu fais, toi avant de partir en rando, c'est quoi tes petits conseils pour bien préparer, pour vraiment respecter ça avec les autres usagers? Est-ce que tu regardes des points précis sur les cartes, Bien sûr. Quand je prépare une itinérance, voilà, je regarde bien mon tracé, je regarde par où il passe. Alors effectivement, on est peut-être je suis particulièrement sensibilisée aux espaces protégés, donc voilà, je fais attention de bien rester sur un parc naturel régional et pas sur une réserve pour avoir le moins de contraintes, on va dire, et respecter au mieux les espaces protégés. Après, pour tout ce qui est camping, campement, bon, moi, je privilégie pas le bivouac, donc déjà, ça m'avantage un petit peu, mais sinon, effectivement, je fais, si j'ai le moindre doute, j'appelle le parc pour être sûr de respecter les règles qui sont en vigueur. Et effectivement, surtout je m'équipe comme il faut parce que ça on n'y pense pas, mais effectivement un mauvais équipement peut nuire à une randonnée et peut faire que la cohabitation, enfin en tout cas que la pratique se passe mal. Donc on fait attention à la sécurité surtout, en fait, c'est ça, c'est en priorité, on fait attention à notre sécurité et on fait attention de respecter au maximum le lieu. Voilà, donc ça passe par je pense que effectivement l'achat d'un topo guide, le topo guide est là pour regrouper le maximum d'informations. Il est remis à jour très régulièrement, donc il faut pas hésiter à jeter un œil. Il faut pas hésiter, encore une fois, au comité départemental à les appeler pour si on a le moindre doute. Voilà. La fédération également est de très bons conseils, donc voilà, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Je regardais le commentaire la question d'Emma de Jésus qui demandait si on abîme la nature en utilisant les bâtons. Non, on peut espérer que non. Alors évidemment, il y a une érosion du sol qui se crée, mais le bâton est fait en sorte est assez fin
pour justement limiter les dégâts sur les sentiers. Après, de toute façon, un sentier qui est en zone d'érosion assez avancée, il est normalement en phase de travaux et de revégétalisation. Donc, il serait stipulé au départ de la randonnée. Voilà. Et j'en profite pour remercier tous les bénévoles de la Fédération de randonnée et de la Fédération des clubs alpins et de montagne qui travaillent justement quotidiennement à l'entretien de ces sentiers. On les remercie. Merci à tous les bénévoles. C'est le moment de les remercier pour leur travail sur le terrain. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si on a d'autres. Oui, je vois que Michel a fait une très bonne remarque. Donc, effectivement, en randonnée, là, il y a une règle qui prévaut. Donc, c'est que la personne qui monte a la priorité. Donc, effectivement, randonneur ou VTT, ça peut être un moyen aussi un petit code de la route. Voilà, pédestre. Oui, donc c'est relatif à la question précédente qui demandait s'il y a des règles spécifiques lorsqu'on croise quelqu'un, notamment entre randonneurs et VTT. Voilà, c'était cette question-là. Okay. Donc effectivement, voilà. Donc ça, c'est le conseil, c'est celui qui monte qui a toujours la priorité. Donc ça, c'est des petits conseils basiques aussi, des conseils basiques de randonnée, pas que en montagne. Bon là, c'est spécifique à la montagne, mais il y a d'autres conseils basiques en randonnée. Notamment pour savoir de quel côté on marche lorsqu'on est sur la route, etc. Donc ça, pareil, c'est des conseils que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, faut pas hésiter à les consulter avant de partir. Si vous avez des questionnements particuliers ou à nous envoyer des mails, des messages, voilà, on sera là aussi pour vous répondre. Généralement, nous en tout cas, je sais qu'au comité départemental du Puy-de-Dôme, on a plusieurs fiches techniques de conseils, en fait, que ce soit pour comment préparer sa randonnée, comment lire une carte ou encore comment bivouaquer le plus respectueusement possible. Donc, encore une fois, il faut pas hésiter, faut nous contacter, on vous l'envoie et comme ça, vous partez plus sereinement. Il y a aussi des sites qui peuvent être intéressants. Alors, je pense au site du gouvernement, notamment Prévention Sport Gouvernement, SportGouv. C'est un site sur lequel on peut trouver des conseils sur plusieurs thématiques des sports de nature. Et on a notamment un petit livret qui parle des recommandations pour la randonnée pour la montagne en été. Donc voilà, c'est un petit livret qui se présente ainsi pour que la montagne reste un plaisir. Et à l'intérieur, on parle de la sécurité et on parle aussi justement de la cohabitation. Donc ça, c'est important aussi. Donc de consulter tous ces documents qui nous sont mis à disposition par aussi le gouvernement et les différentes fédérations de sport de nature aussi qui travaillent ensemble à bien sécuriser l'ensemble des sites de pratique. Pas que de la randonnée, mais surtout de la randonnée en montagne. Très bien. Je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, je vais conclure pour ce webinaire, donc ce 8e webinaire randonnée. Donc, j'en profite donc pour te remercier, Céline, pour tes conseils avisés sur la randonnée. De remercier aussi l'ensemble des comités départementaux, que ce soit de la Fédération française de randonnée pédestre ou de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, qui eux aussi travaillent sur le terrain pour vous fournir tous ces conseils, toutes ces recommandations, mais aussi pour sécuriser l'ensemble des sentiers de pratique, des sites de pratique de rando. Donc, n'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager cet événement. On vous annoncera lors du prochain webinaire le gagnant du jeu concours donc du webinaire d'aujourd'hui. On se retrouve donc mardi prochain pour notre avant-dernière thématique qui sera donc dormir en refuge ou en bivouac. Donc on vous donnera évidemment tous les conseils, tous les petits tips, toutes les informations de base pour aller dormir en bivouac ou en refuge. Donc notamment pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément ce type de pratique, mais aussi pour ceux qui ont plus l'habitude et qui vont en apprendre un peu plus et avoir des conseils peut-être déterminants sur l'organisation de leur randonnée cet été.
ou même après, hein, ou même en autre période. Et donc, je vous remercie et puis je vous souhaite donc des bonnes randos à tous et à toutes cet été sur les sentiers. Merci. Merci Louis.